Alors là, vous le voyez bien? Ouais. Super. Bon, d'accord. Donc, premièrement, je voudrais vous dire que c'est un modèle que l'on offre en formation depuis un certain temps avec ma collègue Andréane Ledoux-Bérubé, qui est une travailleuse sociale, et aussi une parent aidante qui s'appelle Marie-Ève Côté. Donc, on le donne aussi en association avec l'Université Laval et la QRP depuis 2023. Donc, les objectifs, c'est de connaître les principes du modèle, comprendre son processus clinique, situer le modèle dans la perspective du rétablissement et illustrer les avantages de son utilisation. Donc, dans le cadre du projet doctoral de Rona Chamberlain, euh, on a constaté un écart entre les buts des clients qui étaient inscrits par des professionnels dans les plans d'intervention et les aspirations nommées par les clients. Donc, les professionnels, eux, nommaient sortir de l'hôpital, réduire les symptômes, améliorer les habiletés sociales, améliorer l'hygiène, alors que de leur côté, les clients ont plutôt nommé des conditions pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, un lieu où habiter, obtenir un emploi, retourner aux études, faire partie de la communauté. Donc, il est devenu impératif de développer un modèle qui correspondait à ces aspirations-là. Depuis, il a été adapté pour plusieurs clientèles, entre autres les jeunes qui présentent un trouble de santé mentale, aussi des personnes aînées, aussi des personnes qui ont un trouble du développement intellectuel. Il est appliqué largement aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, mais aussi chez nous, au Québec, au Canada, en Australie, un petit peu partout. Et on apprend aussi sur le site de Rick Gosha, qui dirige un organisme qui s'appelle Strengths Model Inc., que 32 implantations, excusez-moi, ont eu lieu cette année. Donc, c'est vraiment un modèle qui a le vent dans les voiles, comme on peut dire. Bien qu'on nie pas les problèmes dans ce modèle-là, mais on met l'accent plutôt sur les talents, les capacités, les aspirations des personnes. C'est vraiment de cette manière-là qu'elles vont être encouragées à s'engager dans une alliance thérapeutique ou de travail, comme on l'appelle, avec les intervenants pour un projet significatif qui va être décidé par elles. Puis, il ne faut pas oublier que l'ingrédient essentiel au changement, c'est la motivation intrinsèque. Alors, il y a beaucoup plus de chances à ce moment-là qu'elle se développe dans ce contexte-là. Donc, attention, une force n'est pas une qualité. Par exemple, dans la vignette qu'on nous a présentée, on mentionne dans la section des forces qu'il serait généreux, qu'il serait humble, etc. C'est très positif, mais ce ne sont pas, c'est vraiment pas, ça ne représente pas un talent. Dans le modèle des forces, c'est un talent, des compétences. Comme dans l'exemple de la vignette, ben, le monsieur a un talent en ébénisterie, donc c'est ça que peut-être qu'on pourrait potentialiser dans une niche habilitante. Qu'est-ce qu'une niche habilitante? Ben, c'est un milieu justement où les forces de la personne pourront être déployées de façon optimale. Puis une des conditions sine qua non de l'utilisation du modèle est qu'on évalue les forces personnelles et environnementales pour l'intégrer justement dans une telle niche. C'est-à-dire que si une personne a des compétences en informatique, ben, on va essayer de lui obtenir un emploi dans ce secteur-là ou que la personne retourne aux études. Ça pourrait être éventuellement du bénévolat, mais dans le modèle des forces, on va axer beaucoup sur le marché du travail ou la reprise des études. C'est vraiment les deux domaines de toute façon majoritaires des projets de vie des personnes. Donc, dans la vignette, encore là, monsieur pourrait être intégré dans un lieu où il pourrait mettre à profit en ébénisterie. Puis on pourrait aussi éventuellement développer un projet autour de ses compétences. J'y reviens. Alors, ces niches sont des endroits fréquentés pour tous, pour s'y associer, pour obtenir du soutien, puis se valider. Alors, c'est vraiment un endroit où on peut développer ses aptitudes. Au contraire, une niche contraignante est un endroit, par exemple, où les personnes ont peu de chances de développer leur talent, où elles risquent d'être stigmatisées, des lieux où ne se rencontrent que des personnes qui ont un trouble de santé mentale, par exemple un centre de jour, et où on ne favorise pas de faire un pas de plus pour se rétablir. Mais il y a aussi une niche parfaite, c'est rare, mais ça arrive. Alors, je vous invite à visionner la vidéo de Rick Gosha qui a été développée par le CERIS et le défunt Centre national d'excellence en santé mentale, où on explique justement c'est quoi une niche parfaite.
Et dans le chapitre de Gosha, le RIG Gosha de 2020, qui est en libre accès, donc je vous invite à le télécharger. Il y a plusieurs recherches dont on traite. Donc, je vais en traiter un petit peu plus loin. Ensuite, dans la pratique, l'utilisation du modèle des forces va au-delà là, d'un changement de perspective. C'est un processus unique en 5 étapes. Le modèle, on dit qu'il transforme complètement la relation d'aide qui est dirigée par la personne, puis fondée sur une recherche collaborative de solutions. Donc, il faut laisser évidemment une grande place aux préférences du client, par exemple en proposant le choix du lieu de rencontre ou en effectuant des activités de son choix pour le placer en situation de compétence dès le départ. Ensuite, la création de l'alliance de travail, c'est aussi un préalable à toute autre forme d'intervention dans ce modèle-là. Je pense qu'il y a dans d'autres modèles aussi. Donc, on ne va pas commencer par l'évaluation, on va commencer par s'engager dans la relation. Et justement, la vidéo de Rick Goshen nous le démontre. Nous, on va utiliser le terme alliance de travail à la suite des travaux justement de doctorat de Marianne Robuck, qui suggère d'utiliser ce terme car la pratique en santé mentale communautaire est vraiment plus orientée vers les tâches et non la thérapie et implique de donner accès aux services en aidant les gens à rester dans la communauté. Alors, c'est pour ça qu'on parle aussi de relation d'égalité entre les deux. Donc, puis la relation offre aussi à la fois un médium à la réalisation de soi pour la personne, puis un levier aussi pour reconnaître ses forces personnelles et environnementales, c'est-à-dire les soutiens sur lesquels elle va pouvoir s'appuyer. Puis dans ce modèle, on ne demandera jamais à une personne des antécédents familiaux en matière de troubles de santé mentale, mais sur qui elle peut compter pour l'aider à s'intégrer dans une niche habilitante. Ça pourrait être un oncle qui a un trouble de bipolaire, par exemple, mais c'est peu importe son diagnostic, l'oncle, est-ce qu'il lui offre un soutien? C'est vraiment sur ça qu'on va focaliser euh, les questions. Ensuite, ça peut être une étape qui est longue, comme je le mentionnais, mais on va gagner à la fin du processus de ne pas escamoter cette étape. Puis avec les adolescents, ben, Schutz et Hall soulignent l'importance de déployer le modèle au-delà de la relation jeune intervenant, mais aussi avec ses parents, le milieu scolaire. Ça va faciliter l'atteinte des objectifs, ça va permettre à plusieurs adultes d'être autour du jeune pour le soutenir. Ensuite, il y a l'évaluation des forces individuelles et environnementales qui va amorcer l'intervention au lieu de la précéder. Le PEF explore les domaines de vie suivants: la situation de vie quotidienne, les finances personnelles, le travail et l'éducation, les connaissances spécialisées de la personne, les relations soutenances qu'il a, la santé et le bien-être, les loisirs, la spiritualité et la culture, tant pour les forces personnelles que pour les ressources sur lesquelles la personne peut s'appuyer. On demande aussi les éléments actuels, ce que la personne souhaite et les ressources passées, personnelles, sociales et environnementales, de chacune de ces dimensions. Ensuite, on détermine des priorités de la personne qui fait suite à cette réflexion-là. Puis le rôle de l'intervenante, c'est de s'assurer que les informations notées reflètent bien les forces et non un état. Par exemple, j'ai eu le courage et la débrouillardise de demander de l'aide financière pour m'aider à m'occuper de mes enfants plutôt que je vis de l'aide sociale. Puis il faut admettre que cette dernière façon d'écrire une situation de la personne est très stigmatisante. Puis on garde un langage le plus près de la personne qui est écrit au jeu, puis idéalement, c'est elle-même qui peut le remplir. Ensuite, on planifie. La planification personnelle, c'est le plan d'action personnel de rétablissement où on convient d'un agenda entre la personne aidée et l'intervenant. Et ça va distinguer aussi d'un plan d'intervention traditionnel. Et on va ici faire un plan d'action personnelle où les objectifs sont encore écrits par la personne, puis il va reprendre les priorités, les ressources ciblées par le PEF. Et par exemple, si on a déterminé que la personne a des bons contacts avec un ami qui la soutient, bien, éventuellement, on va engager cette personne-là dans le plan d'action.
Puis ça va l'aider justement à poursuivre son rétablissement lorsque le retrait de l'intervenant sera justifié. Et l'accent est mis sur des actions précises, mesurables et réalistes afin de générer graduellement le changement et maximiser les chances de succès. Encore là, on utilise les mots de la personne. Au lieu de développer mes habiletés sociales, on pourrait écrire avoir un ami avec qui faire des travaux manuels. Alors, à ce moment-là, la personne sera plus engagée et déterminée de le faire. Et on peut, parfois, on va faire deux plans, deux PAPR de façon simultanée, dépendant du degré d'avancement de la personne dans son rétablissement. Ensuite, il y a l'acquisition de ressources dans la communauté, qui sont des ressources évidemment désirées par la personne, qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Le modèle des forces préconise à cette quatrième étape l'utilisation de ressources normalisantes, c'est-à-dire à l'extérieur du réseau formel de la santé mentale, pour éviter de renforcer la stigmatisation vécue. Puis on insiste également sur le fait qu'un individu doit développer une identité positive au-delà du système de santé mentale dans son processus de rétablissement. Donc, on parle de niche habilitante dont je viens de parler. On parle aussi d'opter pour des stratégies basées sur choisir et maintenir plutôt qu'un modèle de transition d'un continuum de services. C'est-à-dire qu'on appuie sur le but désiré par la personne, on choisit parmi une liste d'options, on accède à la ressource désirée, on fait les ajustements nécessaires et on offre les soutiens requis pour conserver, excusez-moi, la ressource. Et enfin, le retrait progressif et la collaboration continue. C'est une étape différente des quatre autres, puisqu'elle se fait de façon continue durant tout le processus. Puis un accent particulier doit cependant être mis à l'approche de la fin de l'intervention, où on va souligner les réussites, les compétences pour que la personne ait confiance pour la suite, puis on espace de plus en plus les rencontres. Puis là, c'est important de préciser que c'est un retrait de l'intervention et non un désengagement de la personne dans son processus de rétablissement. C'est une période de transition où l'intervenant va remplacer consciemment et progressivement son soutien par celui des ressources naturellement présentes autour de la personne. Donc, c'est toutes des occasions de renforcer son autonomie. Ensuite, ça s'inscrit dans la philosophie du rétablissement. Dans notre formation, on s'appuie plus particulièrement sur le modèle de Dell et ses collaborateurs, ainsi que sur le concept de rétablissement relationnel, qui vont plus loin là, que le modèle et les définitions du rétablissement personnel. Dell et ses collaborateurs se sont appuyés sur un aperçu de 25 revues systématiques, incluant quelques 500 études impliquant de 41 à 1942 personnes qui ont un trouble de santé mentale. Donc, vraiment un modèle qui s'appuie sur la perspective des personnes directement concernées par les services. Donc, il se situe dans un cadre écologique. Ça veut dire qu'il implique une interaction des facteurs personnels et environnementaux. Ça veut dire qu'il est nécessaire que les personnes aient accès à des facteurs de protection, comme vous l'avez bien démontré dans la vignette, dans l'environnement pour pouvoir se rétablir. Alors, pour Dell, le rétablissement est possible grâce à une série de facteurs environnementaux, sociaux et interpersonnels qui incluent aussi l'accès à des pairs aidants qui contribuent justement à une identité positive chez les personnes. Est-ce que, par exemple, monsieur aurait avantage à reprendre son engagement chez les AA? Je pense que plusieurs l'ont mentionné. Moi, je trouve qu'il pourrait trouver là un parrain, un mentor et poursuivre son cheminement spirituel, là, qui semble très important aussi. Qu'est-ce qu'on entend par rétablissement relationnel? Ça implique le rétablissement nécessairement des relations interpersonnelles. Puis l'espoir qui est au cœur du rétablissement, il n'est pas unique à la personne. Il se construit en relation avec les autres dans sa vie quotidienne. Pour plusieurs chercheurs recensés par Price Robinson et ses collègues, ce serait justement le rétablissement familial qui se rapproche le plus de la vision relationnelle du rétablissement qu'ils défendent, car c'est au cœur des familles, justement, que la plupart des personnes ayant un trouble de santé mentale vivent leurs interactions.
Puis la personne et sa famille vont se rétablir à travers une série de relations dans des contextes de vie différents. Et sans sa famille, ses amis, les intervenants de la communauté, rétablissement pour la personne est impossible. Puis on constate dans la vignette que monsieur a une bonne relation avec sa mère et sa sœur. Puis là, on voit en plus qu'il va aller habiter chez sa sœur. Donc, il y a des occasions en or que ces personnes-là aussi ont contribué à leur établissement pour éviter leur épuisement. Les principales retombées du modèle pour les personnes, on va parler de l'impact positif sur la perception de soi et de ses ressources grâce à la réalisation de petits succès au quotidien, ce qui amène aussi une plus grande confiance en ses capacités de réussite, en plus de nourrir l'espoir, de créer un sentiment de fierté, d'améliorer l'estime personnelle. Gauchat rapporte 11 études qui ont testé l'efficacité du modèle, dont 4 ont eu recours à des devis quasi-expérimentaux ou quasi-expérimentaux, expérimentaux, puis avec des gains dans les domaines suivants: diminution des symptômes, des hospitalisations, des gains pour la situation d'hébergement, de l'emploi, du temps de loisirs et de socialisation, mais aussi sur le plan du soutien familial. L'étude de Tsé et ses collaborateurs a comparé deux groupes, un axé sur les forces, l'autre sur le suivi communautaire traditionnel, comme en suivi d'intensité variable. Ils ont réitéré les bénéfices pour les personnes, pour la perception de soi, mais pour le fonctionnement social, ils ont vu que le groupe axé sur les forces rapporte une plus grande amélioration quant à son fonctionnement, son rétablissement fonctionnel, comme trouver un emploi rémunéré, élargir leur réseau social, avoir plus de contact avec leur famille ou adopter une approche plus planifiée pour réaliser ses objectifs de vie. Concernant le travail, ça facilite la création d'une alliance de travail, de l'engagement et de la participation active des personnes. Il y a aussi des impacts significatifs qui sont relevés pour la qualité du lien et la durée de l'engagement en suivi. Puis les personnes participant à une intervention axée sur les forces seraient 2 fois plus nombreuses à adhérer au suivi que celles bénéficiant d'un autre suivi communautaire. D'ailleurs, les résultats du projet de maîtrise d'Andréane Ledoux-Bérubé, dont j'ai dirigé les travaux, vont dans ce sens-là. 11 des 12 participants ont complété la démarche, 92 contre 15 dans l'équipe dans un suivi ordinaire. Puis la présence aux rencontres a été aussi plus élevée durant le projet. Elle faisait un projet auprès des personnes qui ont un trouble de personnalité dans un CLSC. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres facteurs qui ont contribué à cette différence. Par exemple, elle avait balisé la durée de l'intervention en 12 semaines, donc peut-être que les personnes ont été plus aptes à y adhérer. Puis toutes les rencontres ont lieu dans la communauté, mais tel qu'indiqué aussi dans ce modèle-là. Pour les intervenants, le modèle leur offre une meilleure structure pour leur travail, en plus d'influencer positivement l'empathie. C'est associé à une diminution de la fatigue de compassion, du stress secondaire post-traumatique et une plus grande satisfaction au travail. Il a aussi été démontré que ce type de suivi diminue l'aspect imprévisible et stressant de l'intervention par le recours au PAPR, ce qui aide à garder le suivi orienté vers les buts de la personne, en plus d'accroître le degré d'aisance de l'intervenant et du client à la fin des services. Enfin, pour le système de soins, il y a une diminution, où on va parler d'une diminution des hospitalisations. C'est aussi important pour la personne et pour sa famille. Une diminution des congés de maladie chez peut-être le personnel aussi. Une réduction des coûts. Puis d'après la vignette présentée, monsieur a un suivi depuis plusieurs années. On parle de 4 ans, mais je pense que ça fait des années qu'il y a un suivi. Mais ça ne semble pas donner nécessairement de très bons résultats, là. En tout cas, on voit par le taux de rechute qu'il a. Donc, en adoptant ce modèle et en établissant avec lui un PAPR lié à un projet de vie significatif, peut-être ça aiderait justement à réduire sa consommation. Parce que ce qu'on a découvert, plus on a des activités significatives, plus on va réduire nos problèmes. Alors, ça réduirait aussi le coût des services. Puis j'ai constaté que dans plusieurs de vos recommandations, vous, vous aviez de l'ajout de services, donc il y aurait encore des coûts supplémentaires pour les services.
Bon, pourquoi utiliser ce modèle-là? Ben, ça a le potentiel d'émanciper les personnes parce que les personnes vont abandonner leur rôle de malade, excusez-moi, en devenant de plus en plus actifs dans leur rétablissement. Euh, de jouer un rôle de travailleur, d'étudiant, comme les autres personnes de la communauté en intégrant justement une niche habilitante. Ceci ne veut pas dire qu'ils n'auront plus jamais besoin de services. Ça va tout simplement les éloigner du recours exclusif aux services publics et l'augmentation de l'appropriation de leur pouvoir, de celui de leur famille, mais aussi de celui des intervenants. Et dans notre formation, ben, en plus d'exposer les principaux référents théoriques du modèle et son inscription dans la perspective du rétablissement, ben, on réalise une série d'exercices qui est applicable dans son milieu. Donc, si jamais vous êtes intéressé à recevoir la formation, ben, vous pouvez vous adresser à Madame Geneviève Ducharme de la QRP. Alors voilà, j'ai toute une série de références que vous pouvez. Si on a le temps pour des questions.